De nombreux tueurs en série à travers l'histoire sont connus pour avoir laissé derrière eux un héritage effrayant. Beaucoup d'entre eux ont avoué que l'une des raisons de leur crime était d'acquérir la célébrité. Mais outre leur héritage, ils laissent également derrière eux quelque chose auquel ils ne pensent jamais vraiment, leur famille. Voici les histoires incroyables des membres de la famille de certains des tueurs en série les plus répugnants de l'histoire. 1. Edward Wayne Edwards. Commençons par April Balacio, la fille d'Edward Wayne Edwards, une personne qui figurait sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI en 1961. Edward était connu pour avoir assassiné au moins 5 personnes, dont son propre fils adoptif de 25 ans, Danny Boy Edward. Il a avoué avoir tué son fils pour toucher 250 000 $ d'assurance. Même si le nombre confirmé de ces meurtres est de 5, de nombreux enquêteurs pensent que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. L'histoire de sa fille nous montre à quel point certaines personnes peuvent parfois se cacher à la vue de tous et à quel point les membres de la famille de ces criminels peuvent ignorer la nature de la personne avec laquelle ils vivent. April a grandi avec son père, sans se douter de son côté sombre. Au contraire, Edward se présentait comme un père aimant et attentionné, cachant la vérité sur ses activités criminelles odieuses. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'April a découvert la véritable nature de son père. En 2009, alors qu'elle regardait un documentaire télévisé sur des meurtres non résolus, elle a remarqué des similitudes frappantes entre ses crimes et le comportement de son père. Elle a commencé à se plonger dans le passé de son père, à relier les points et à découvrir une vérité horrible. Edward Wayne Edwards, son père, n'était pas seulement un meurtrier, mais aussi un tueur en série. Accablé par cette découverte choquante, April Balacio a alerté les autorités judiciaires en 2009, leur faisant part de ses soupçons et leur fournissant des informations susceptibles d'aider à résoudre des affaires classées. Elle a déclaré que sa décision de se manifester avait été difficile mais nécessaire, car elle estimait qu'il était de son devoir moral d'informer la police de ce qu'elle savait afin que les familles aimées des pauvres victimes puissent obtenir justice et tourner la page. Au fur et à mesure que de nouvelles preuves étaient découvertes et que l'enquête progressait, il est apparu clairement qu'Edwards était responsable de plusieurs meurtres commis sur plusieurs décennies. Il a été arrêté dans une maison mobile à Louisville, dans le Kentucky, à l'âge de 76 ans. Sa nature rusée et manipulatrice lui a permis d'échapper à la justice pendant des années, laissant derrière lui une série d'affaires non résolues qui n'ont pas été correctement traitées. Il a été condamné pour ses meurtres et condamné à mort, mais il est décédé quelques mois avant son exécution prévue. La décision d'April de révéler les crimes de son père a eu un impact significatif sur sa vie. Elle l'a confronté à la vérité sombre et douloureuse sur son enfance et l'histoire de sa famille. Faire face aux conséquences d'une telle révélation peut être extrêmement difficile, et April a dû gérer le tumulte émotionnel, le traumatisme et l'attention publique qui en ont découlé. J'ai accepté la laideur de mon père. Je le soupçonne déjà d'avoir commis d'autres crimes, a-t-elle déclaré. Mais depuis qu'elle s'est exprimée, April Balacio est devenue une défenseur des droits des victimes et œuvre à sensibiliser le public à l'impact de la criminalité sur les familles. Elle a partagé son histoire à travers des interviews dans les médias, des podcasts et des conférences publiques, mettant en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes liées à des criminels notoires. Son histoire courageuse nous rappelle que la vérité peut parfois être difficile à affronter, mais qu'elle est essentielle pour que la guérison et la justice prévalent. 2. Keith Jesperson, le prochain tueur en série notoire de cette liste. Keith Jesperson était plus connu sous le nom de Happy Face Killer, le tueur au visage souriant, en raison de son habitude de laisser des dessins de smiley sur les lieux de ses crimes. Il était connu pour tuer des sans-abri et des prostituées en les étranglant. Il a lui-même avoué avoir tué plus de 185 personnes, mais seules 8 d'entre elles ont été confirmées à ce jour. Lorsque Keith Jesperson a été arrêté après avoir assassiné son ex-petite amie en 1995, le monde de sa fille Melissa Moore, âgée de 15 ans, s'est effondré. La pauvre jeune fille n'arrivait pas à accepter cette révélation bouleversante. Sa vie a été profondément affectée par les crimes de son père. En grandissant, Melissa Moore n'avait aucune idée du côté sombre de son père. Pour elle, il était un père apparemment ordinaire et attentionné. À la suite de l'arrestation de son père, Melissa a dû faire face à de nombreux défis. Elle a dû accepter le fait qu'elle serait à jamais connue comme la fille d'un homme qui était un tueur en série de sang-froid. La connaissance des crimes de son père pesait lourdement sur elle, lui causant des sentiments de culpabilité, de honte et de confusion. Elle est apparue dans l'émission Dr. Phil, The Oprah Winfrey Show, la série Monster in My Family, diffusée sur Lifetime Movies, et dans une émission spéciale 2020 sur ABC. En 2008, elle a publié un livre intitulé Shattered Silence, The Untold Story of a Serial Killer's Daughter, Le silence brisé, l'histoire inédite de la fille d'un tueur en série.
dans lequel elle raconte sa vie avec Jesperson jusqu'au divorce de ses parents en 1990, soulignant à quel point son père était différent lorsqu'elle était à l'école primaire. Elle raconte que son père tuait souvent les chats errants et les écureuils qui s'aventuraient près de chez eux. Un jour, elle a même vu son père pendre des chatons errants à la corde à linge de la famille. Elle a couru chercher sa mère et à son retour, les chatons gisaient morts sur le sol. Elle raconte qu'il les avait regardés se battre pour s'échapper, puis les avait tués en riant. Plus récemment, elle a suscité un engouement et une attention extraordinaire sur son compte TikTok, lorsqu'elle a partagé certaines des lettres que son père, un tueur en série, lui envoie encore depuis la prison d'État de l'Oregon, où il est incarcéré à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a raconté sur son compte qu'un mois après son mariage, elle avait reçu une lettre de son père qui disait « Souviens-toi surtout, ma fille, que je n'ai jamais cessé de t'aimer ». Mais cette phrase sincère était suivie d'une moquerie effrayante à l'égard de sa fille. Keith écrivait qu'elle avait l'air grosse, tout comme son mari lors de leur mariage. Une photo de leur mariage était également jointe à la lettre. Melissa a été stupéfaite de voir cette photo et s'est demandé comment son père avait pu accéder à son compte Instagram depuis sa cellule. Melissa a déclaré qu'après l'arrestation de son père, en 1995, elle avait constamment peur d'être identifiée comme la fille de Jesperson, à tel point qu'elle évitait activement toute mention de son père lors de ses rendez-vous galants, de peur d'être victime d'intimidation ou d'effrayer ses partenaires potentiels. Cependant, aujourd'hui, Melissa Moore utilise son expérience pour sensibiliser et soutenir les autres à travers des conférences publiques, des interviews et ses écrits. Elle-même a suivi une thérapie pour dissocier son identité des crimes et de la notoriété de son père. Troisième, Ted Bundy. Passons maintenant à l'un des serial killers américains les plus effrayants et les plus tristement célèbres de tous les temps, Ted Bundy. Bundy a eu une enfance plutôt troublée et perturbante, ce qui a peut-être contribué à façonner son parcours sinistre. Né à Burlington, dans le Vermont, le 24 novembre 1946, Bundy a passé les 2 premiers mois de sa vie dans un foyer pour mères célibataires. Sa mère, Eleanor Louise Cowell, connue sous le nom de Louise, a envisagé de le faire adopter. Cependant, son père, Sam Cowell, voulait que le bébé rejoigne la famille à Philadelphie. Par conséquent, Bundy a grandi en croyant que Louise était sa sœur, et non sa mère. Plus tard, la mère de Bundy est tombée amoureuse d'un autre homme, Johnny Culpepper Bundy, qui a décidé non seulement d'adopter Ted, mais aussi de lui donner son nom de famille, Bundy. Ce nom allait plus tard devenir l'identité tristement célèbre du tueur en série. Cependant, Bundy et son beau-père ont eu une relation tendue dès le début. Les désirs matérialistes de Bundy se heurtaient aux moyens limités de Johnny, issu de la classe ouvrière. En grandissant, Bundy méprisait l'intelligence de son beau-père et le provoquait intentionnellement, ce qui conduisait parfois à des altercations physiques. En ce qui concerne ses propres relations, Ted Bundy a eu plusieurs relations, mais sa seule petite amie à long terme était Elizabeth Klopfer, également connue sous le nom de Liz Kendall. Liz était la petite amie de Ted Bundy à l'époque où il a commis ses meurtres. Ils se sont rencontrés en 1969 dans un bar de Seattle et ont commencé à se fréquenter peu après. Liz a déclaré qu'elle avait une relation tumultueuse avec Bundy, caractérisée par des périodes d'amour intenses et des accès de violence. Elle a déclaré qu'elle soupçonnait Bundy d'activités criminelles en raison de son comportement erratique et de ses fréquentes disparitions. Mais elle avait du mal à accepter l'idée qu'il était impliqué dans des meurtres en série. Elle a signalé ses soupçons à la police à plusieurs reprises, mais celle-ci n'a pas pris ses déclarations au sérieux au départ. Ils se sont séparés lorsque Bundy a été arrêté en 1975. Elle a même publié un livre intitulé « The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy » « Le prince fantôme, ma vie avec Ted Bundy ». La dernière compagne de Bundy était Carol Ann Boone, qu'il a rencontrée en 1974 alors qu'il travaillait au département des services d'urgence de l'État de Washington, où Bundy aidait à la recherche de plusieurs des femmes qu'il avait assassinées. Incroyable, n'est-ce pas? Mais au départ, leur relation se limitait à une simple amitié. Cependant, cette amitié s'est ensuite transformée en une véritable relation amoureuse, pendant que Bundy était jugé pour plusieurs meurtres. Selon plusieurs sources, elle n'a jamais douté de lui et croyait fermement qu'il était innocent. Carol Boone a joué un rôle crucial dans la stratégie de défense de Bundy. Elle croyait en l'innocence de Bundy et l'a soutenu tout au long de son procès. Pendant le procès, Carol a témoigné en tant que témoin de moralité, décrivant Bundy comme une personne aimante et attentionnée. Leur relation s'est approfondie et Carol rendait régulièrement visite à Bundy en prison. Ils se sont également mariés pendant le procès. Cependant, leur relation a commencé à se détériorer après sa condamnation et sa condamnation à mort. En 1986, elle a divorcé de Bundy, apparemment en raison de ses inquiétudes concernant sa violence croissante
et les preuves de plus en plus nombreuses de sa culpabilité. Les raisons précises de leur divorce n'ont pas été rendues publiques. Boone est décédé en 2018 dans une maison de retraite. Mais pendant leur relation, le 24 octobre 1981, alors que Ted Bundy était dans le couloir de la mort, Rose Bundy est née. Bundy et Boone ont conçu Rose lors d'une des visites de Bundy à la prison. Bundy a d'abord nié sa paternité, mais l'a finalement acceptée. Il a manifesté de l'intérêt pour sa fille et a même tenté d'obtenir des droits légaux en tant que père. Aujourd'hui, Rose vit sous un nouveau nom, Abigail Griffin, apparemment quelque part en Grande-Bretagne. Elle a manifestement choisi de vivre loin de toute exposition médiatique afin de pouvoir mener une vie normale. Quatrième, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer était un tueur en série et délinquant sexuel américain qui s'est rendu tristement célèbre pour les actes odieux qu'il a commis entre 1978 et 1991. Il a assassiné et démembré au moins 17 jeunes hommes et garçons, se livrant à des actes de nécrophilie et de cannibalisme. Les actes de Dahmer ont choqué le monde entier et révélé l'étendue de sa dépravation. Il a été arrêté en 1991, condamné pour ses crimes, puis tué en prison par un codétenu en 1994. Les parents de Dahmer, Lionel et Joyce Dahmer, s'inquiétaient du comportement de leur fils, mais ignoraient l'étendue de ses crimes. Ils l'avaient parfois confronté au sujet d'odeurs étranges émanant de son appartement. Mais Jeffrey avait toujours réussi à fournir des explications plausibles, telles que la conservation d'os d'animaux. Cependant, en 1978, lorsque la liaison de Joyce a été révélée, Lionel et Joyce Dahmer ont divorcé. Lionel a obtenu la garde de Jeffrey, qui avait déjà 18 ans à l'époque. Joyce a quant à elle obtenu la garde du plus jeune, David Dahmer, qui n'avait alors que 12 ans. Cette séparation a fait que David a grandi loin de son frère et de ses crimes, et avait même terminé ses études universitaires lorsque Jeffrey a été arrêté en 1991. Joyce, qui avait des antécédents de maladie mentale, a même tenté de se suicider lorsqu'elle a appris que son fils avait été condamné, mais elle a survécu et a déclaré plus tard qu'elle était reconnaissante que sa tentative ait échoué, allant même jusqu'à défendre son fils. Je sais que cela peut paraître étrange, mais il ne voulait faire de mal à personne. J'aime toujours mon fils. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Jeff était victime d'une compulsion, une obsession, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas un monstre. C'est un être humain, et je pense qu'il mérite qu'on l'aide. Elle souhaitait que le cerveau de Jeffrey soit donné à la science après sa mort en prison en 1994, car elle pensait que ses crimes pouvaient avoir une cause biologique. Mais cela n'a pas pu se faire. Elle est décédée en 2000 d'un cancer du sein. Le père de Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, a même écrit un livre intitulé A Father's Story, l'histoire d'un père, publié en 1994, dans lequel il évoque ses difficultés, son chagrin et le processus d'acceptation des crimes de son fils. Il a tenté de comprendre les actes de son fils et leur impact sur leur famille. Il a rendu visite à son fils en prison jusqu'à sa mort en 1994, date à laquelle Lionel a déclaré « Quand j'ai appris que Jeff avait été assassiné, cela m'a bouleversé, cela m'a profondément affecté. » Lionel a continué à parler de son fils à la presse après sa mort et a récemment accordé une interview en 2020, bien qu'il n'ait pas évoqué la nouvelle série Netflix. Il semblerait qu'il soit toujours marié à sa deuxième femme, Shari, et qu'il vive dans l'Ohio. Quant au frère de Jeffrey David, on sait peu de choses sur sa vie actuelle, car il s'est efforcé de prendre ses distances avec l'horrible héritage de son frère. Souhaitant couper tous les liens avec son frère, David n'a pas assisté au procès de Jeffrey et a ensuite changé son nom de Dahmer, bien que son nouveau nom n'ait pas été rendu public. C'est une triste ironie, car le prénom de David avait en fait été choisi par son frère aîné, bien que Jeffrey aurait fini par en vouloir à son jeune frère, qu'il estimait plus aimé par leurs parents. Cinquième, Ed Kemper. L'un des serial killers américains les plus tristement célèbres, Ed Kemper, également connu sous le nom de Co-Ed Killer, a assassiné de nombreuses personnes dans les années 1970. Né en 1948, Kemper a eu une enfance difficile et une relation tendue avec sa mère. Adolescent, il a assassiné ses grands-parents et a été interné. À sa sortie, il s'est lancé dans une série de meurtres visant des jeunes femmes, causant la mort de 10 victimes. Les crimes de Kemper ont choqué la nation en raison de leur nature violente. Après sa condamnation, il a coopéré avec les forces de l'ordre et a fourni des informations sur le fonctionnement psychologique des tueurs en série. Il purge actuellement plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité. La relation d'Ed Kemper avec sa mère, Clarnell Kemper, était marquée par des dysfonctionnements et des abus émotionnels. Il décrivait sa mère comme une figure dominatrice et contrôlante dans sa vie. Il racontait qu'elle le critiquait et le rabaissait fréquemment, le réprimandant pour son apparence, son intelligence et ses défauts supposés.
La violence psychologique de Clarnell a eu un impact profond sur le psychisme de Kemper, alimentant ses sentiments de colère, de ressentiment et son désir de vengeance. Mais le traitement infligé par Clarnell à Ed allait au-delà de la violence verbale. Elle l'enfermait souvent dans la cave pour le punir, l'isolant davantage et exacerbant son sentiment d'inutilité. Ses dénigrements constants et son contrôle sur sa vie ont créé un environnement toxique au sein de leur foyer. Il pensait qu'elle favorisait ses deux sœurs par rapport à lui et se sentait rejetée et mal aimée. Dans ses aveux ultérieurs, Kemper a décrit ses actes violents comme un moyen d'évacuer sa colère et sa frustration envers les femmes, cherchant à se venger symboliquement de sa mère. Les sœurs d'Ed Kemper ont déclaré qu'Ed coupait souvent la tête et les mains de leurs poupées. De plus, il leur demandait de jouer à un jeu appelé « chambre à gaz », dans lequel il mettait en scène son exécution, Aline actionnant un levier imaginaire. Les premiers signes de la fascination d'Ed pour le meurtre étaient déjà visibles. Lorsqu'une de ses sœurs le taquinait en lui disant qu'il avait le béguin pour son professeur et lui demandait s'il l'embrasserait, Ed répondait « Si je l'embrasse, je devrais d'abord la tuer ». Après le divorce de ses parents, son père s'est remarié et a eu un fils qui a maintenant adopté le pseudonyme David Weber pour protéger son identité. En 2017, il a accordé une interview au Daily Mail britannique dans laquelle il a déclaré que la famille vivait dans la crainte que Kemper soit un jour libéré de prison après avoir été libéré sur parole. Il exerce un tel contrôle sur la famille et la colère est toujours vive à cause de ce qu'il a fait. Tant de gens vivent dans la crainte qu'il puisse être remis en liberté. Bien que les détails des crimes de Kemper soient largement connus, Weber affirme que Kemper cache toute la vérité sur sa dépravation. Il pense que seul Kemper sait combien de victimes il a assassinées et que le tueur a gardé pour lui 30% de la vérité. Plusieurs membres de la famille élargie ont déclaré qu'ils traqueraient Ed et le tueraient s'il était libéré, principalement pour avoir tué mes grands-parents, mais aussi pour avoir fait souffrir tant de personnes et détruit toute notre famille, et cela sans éprouver le moindre remords pour ce qu'il a fait. On sait toutefois peu de choses sur les sœurs de Kemper, Aline Smith et Susan Swanson. On pense que Swanson est décédée en 2014 et qu'elle est enterrée dans le Montana. 6. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy était un tueur en série américain qui a sévi entre 1972 et 1978. Né le 17 mars 1942, Gacy était un homme d'affaires et un membre de la communauté apparemment ordinaire. Cependant, sous ses apparences, il menait une double vie de meurtrier sadique. Gacy a attiré et tué au moins 33 adolescents et jeunes hommes, dont la plupart ont été enterrés sous sa maison. Il était connu pour se déguiser en clown, ce qui lui a valu le surnom de Killer Clown. Les crimes odieux de Gacy ont choqué les États-Unis et il a finalement été arrêté, condamné et condamné à mort. Il a été exécuté par injection létale le 10 mai 1994. L'enfance de John Wayne Gacy a été marquée par plusieurs facteurs importants qui ont pu influencer son comportement ultérieur. Né le 17 mars 1942 à Chicago, dans l'Illinois, il a grandi dans une famille où son père était violent et a connu des sentiments de rejet et d'isolement. Gacy avait une relation difficile avec son père, John Stanley Gacy Sr. Son père était décrit comme un homme strict et violent qui le rabaissait et l'humiliait souvent. Ces abus ont créé une atmosphère tendue et hostile au sein du foyer familial. Le père de Gacy se moquait fréquemment de ses centres d'intérêt et de ses faiblesses perçues, ce qui a eu un impact durable sur son estime de soi et son bien-être émotionnel. John Wayne Gacy avait une fille et un fils. Le plus remarquable chez John Wayne Gacy est à quel point sa vie familiale semblait normale, du moins pendant un certain temps. Il avait une fille, Christine, et un fils, Michael, mais ils ont fui le monde de leur père peu après la naissance de Christine. Lorsque Christine n'avait qu'un an, son père a été emprisonné pour sodomie après que 2 adolescents l'aient accusé d'agression sexuelle. À la suite de sa condamnation, Marlene, la mère de Christine et Michael, a demandé le divorce. Gacy a été condamné en 1968 et Marlene a obtenu le divorce et la garde exclusive de ses enfants en 1969. Plus tard, elle a admis avoir été surprise par l'accusation de sodomie et a déclaré qu'elle avait du mal à croire que son ex-mari était homosexuel. Elle a également insisté sur le fait que Gacy n'avait jamais été violent avec leurs enfants. Après le divorce, Christine et Michael ont rarement, voire jamais, revu leur père, et ils ont disparu de la scène publique. Après la condamnation de leur père pour le meurtre de 33 personnes, en 1978, la plupart des membres de sa famille se sont éloignés des projecteurs. On ne sait pas grand-chose de ce qu'ont fait Christine et Michael depuis le divorce de leurs parents, et c'est probablement ainsi qu'ils souhaitent que les choses restent. Lors d'une interview avec Oprah, la sœur de Gacy, Karen, a expliqué que la plupart des membres de la famille n'étaient pas intéressés par la notoriété.
La deuxième épouse de Gacy était Carol Hoff. Ils se sont mariés en 1972 et sont restés ensemble jusqu'en 1976. Hoff était une amie de la sœur de Gacy, Karen, et lorsqu'ils étaient adolescents, ils étaient même sortis ensemble. Lorsqu'ils ont renoué leur amitié en 1971, Hoff était divorcé et avait 2 jeunes filles. Lorsque leur relation est devenue amoureuse, Hoff et ses filles ont emménagé chez Gacy et la mère de ce dernier a quitté le domicile. Hoff ignorait que son mari était un meurtrier. En 1972, il avait assassiné sa première victime connue, Timothy McCoy, puis avait commis 2 autres meurtres avant la fin de l'année 1975. Après leur divorce en mars 1976, il a continué à assassiner 30 autres jeunes hommes et garçons. 2 ans après leur mariage, les relations entre Gacy et Hoff sont devenues tendues, Gacy disparaissant souvent pendant la majeure partie de la nuit et passant beaucoup de temps dans le garage. Ce qui, bien sûr, s'est avéré plus tard être ses activités notoires. 7. Le tueur du Golden State, Joseph DeAngelo, connu sous le nom de Golden State Killer, mais aussi sous ceux de East Area Rapist et de Original Night Stalker, était un tueur en série et violeur américain qui a commis une série de crimes en Californie entre 1974 et 1986. DeAngelo est responsable d'au moins 12 meurtres, 50 agressions sexuelles et plus de 100 cambriolages. Ces crimes étaient généralement minutieusement planifiés. L'agresseur traquait ses victimes, s'introduisait dans leur domicile et leur infligeait des actes de violence brutale et des agressions sexuelles. Alors qu'il traquait, violait et tuait pendant la nuit, il affichait une image de père de famille pendant la journée. Il était marié et avait élevé 3 filles. Il vivait avec l'une de ses filles et une petite fille lorsqu'il avait été arrêté en 2018. Sa famille n'aurait jamais pu soupçonner qu'il était un tueur en série. Joseph DeAngelo avait épousé Sharon Udall en 1973. Ils se sont séparés en 1991, mais n'ont officiellement divorcé que des décennies plus tard. Ils étaient connus pour avoir des problèmes conjugaux. Nick Willick, qui était chef du département de police d'Auburn lorsque DeAngelo travaillait pour les forces de l'ordre à la fin des années 70, a déclaré que le couple dormait dans des chambres séparées dans les années 1970. Lorsqu'ils vivaient dans des maisons séparées dans les années 1990, DeAngelo venait souvent leur rendre visite et le couple séparé se livrait à des disputes épiques, a déclaré un ancien voisin. Le frère de Huddle a écrit dans son livre « Killers Keep Secrets, The Golden State Killer's Other Life » qu'il avait un jour interrogé sa sœur sur la détérioration de leur relation. Elle ne m'a donné aucun détail, mais je me souviens qu'elle a dit qu'il était manipulateur, a-t-il écrit. Huddle n'a fait qu'une seule déclaration. « Mes pensées et mes prières vont aux victimes et à leurs familles. La presse m'a harcelé d'interviews. Je ne donnerai aucune interview dans un avenir proche. Je demande à la presse de respecter ma vie privée et celle de mes enfants. » Les filles manées de DeAngelo ne se sont pas exprimées publiquement sur l'affaire. Sa cousine, Lisa Ortiz, a déclaré qu'elle connaissait le tueur en série simplement sous le nom de Oncle Joe, une figure paternelle pour elle. « J'ai encore aujourd'hui du mal à croire qu'il ait pu faire cela. Je veux dire, Joe est une personne extraordinaire. Il était aimant et gentil, exactement le père que j'aurais toujours voulu avoir. » Ortiz a en fait vécu avec DeAngelo de 1982 à 1986, soit pendant la dernière partie de sa série de crimes odieux, ainsi que pendant la pause qu'il a prise avant son dernier meurtre connu en 1986. Ortiz s'est marié et a quitté le domicile de DeAngelo cette année-là. 6 jours après l'arrestation de DeAngelo, elle lui a écrit une lettre. Dans cette lettre, elle exprimait son choc face à son arrestation. Il lui avait appris à conduire et à tirer, et elle disait « Tu étais un bon père. C'est la seule chose dont je suis sûr. J'espère que tu tenais à moi, car mon cœur est brisé à jamais. » Un peu moins d'1 mois après l'arrestation de DeAngelo, son neveu Jesse Ryland a raconté que sa mère lui avait révélé sur son lit de mort que 2 aviateurs l'avaient violée devant DeAngelo lorsqu'elle avait 7 ans et que DeAngelo avait environ 9 ou 10 ans. « C'est peut-être là que Joe a commencé à devenir fou », a-t-il déclaré. Wait. Gary Ridgway. Matthew Ridgway, le fils de Gary Ridgway, se souvient de son père sous un jour complètement différent de celui que nous connaissons. Il se souvient d'un père aimant et attentionné qui parlait toujours d'un ton calme et affectueux. Ils ont partagé des moments privilégiés ensemble, se liant d'amitié lors de voyages en camping et en jouant au baseball. Matthew était loin de se douter que son père cachait un sombre secret. Gary Ridgway, le tueur de Green River, s'est engagé sur une voie déviante à l'automne 1982, s'attaquant à des dizaines de prostituées au cours des années suivantes. Interrogé au sujet de Ridgway après son arrestation, ses amis et sa famille l'ont décrit comme un homme sympathique, mais ont également souligné son comportement quelque peu inhabituel. Ses 2 premiers mariages se sont soldés par un divorce pour cause d'infidélité. Sa deuxième femme, Marcia Winslow,
a affirmé qu'il l'avait même étranglé une fois. Son fils Matthew Ridgway, ignorant la véritable nature de son père, croyait fermement en son innocence. Il pensait que son père était juste un type qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Et vous savez, c'est mon père. Il n'a pas fait ça, vous savez. Mais voici un rebondissement qui ajoute une autre couche de complexité effrayante à l'histoire. Gary est devenu très religieux pendant son deuxième mariage, lisant la Bible à haute voix au travail et à la maison, et prêchant de porte en porte. Il insistait également pour que sa femme suive les enseignements stricts de leur pasteur. Ridgway pleurait aussi fréquemment après les sermons ou la lecture de la Bible. Malgré ses croyances, Ridgway continuait à recourir aux services de prostituées et voulait que sa femme participe à des relations sexuelles dans des lieux publics et inappropriés, parfois même dans des endroits où les corps de ses victimes ont été retrouvés par la suite. Étonnamment, un autre tueur en série notoire, Ted Bundy, a joué un rôle dans l'enquête. Il a suggéré à la police de concentrer ses recherches sur une zone proche de l'un des sites où le tueur de Green River se débarrassait des corps de ses victimes. Matthew ne savait pas que son père avait utilisé la photo de son fils pour gagner la confiance de femmes sans méfiance, les attirant dans un faux sentiment de sécurité avant de finalement les tuer. Gary Ridgway a même emmené Matthew jouer près de la Green River, l'endroit même où il se débarrassait des corps de ses victimes. La vérité derrière la façade de Gary Ridgway, père aimant, et la profondeur de sa dépravation n'ont été révélées que plus tard, laissant Matthew et le monde entier sous le choc. Pendant des années, les autorités ont eu du mal à appréhender ce tueur insaisissable. Cependant, une percée a eu lieu en 2001 lorsque les progrès de la technologie ADN leur ont permis de relier Gary Ridgway à une série de scènes de crime. 9. Dennis Rader, BTK. Dennis Rader, connu sous le nom de BTK, était un tueur en série qui a terrorisé la ville pendant plus de 3 décennies. Sa méthode, BTK, signifiait ligoter, torturer et tuer. Ce règne de terreur a commencé en 1974. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Wichita Heights High School, Rader a fréquenté l'université Kansas Wesleyan, mais ayant obtenu des notes médiocres, il a décidé d'abandonner ses études après un an. Il a également servi dans l'armée de l'air américaine de 1966 à 1970. Il s'est essayé à plusieurs professions, notamment en travaillant initialement comme assembleur pour la Coleman Company, une entreprise spécialisée dans les équipements de plein air. Il a ensuite travaillé au bureau d'ADT Security Services à Wichita de 1974 à 1988, où il installait des alarmes de sécurité dans le cadre de son travail, souvent, ironiquement, pour des propriétaires inquiets des meurtres commis par BTK. Rader était superviseur des opérations de recensement sur le terrain pour la région de Wichita en 1989, avant le recensement fédéral de 1990. Dans le cadre de ses fonctions de ramasseur de chiens et d'agent de conformité à Park City, ses voisins se souviennent de lui comme d'une personne parfois trop zélée et trop stricte, qui prenait plaisir à intimider et à harceler les femmes célibataires. Quelqu'un s'est même plaint que Rader avait tué son chien sans raison apparente. Kerry Rawson, sa fille, se souvient très bien de l'impact que les actions de son père ont eu sur sa vie. Elle se souvient de la nuit où l'une des victimes de son père, Marine Hedge, a été assassinée et de la prise de conscience effrayante que son père n'était pas à la maison à ce moment-là. Il y avait une tempête et je ne voulais pas dormir seul. Ma mère m'a laissé dormir dans son lit. C'est comme ça que j'ai su qu'il était parti. Découvrir la vérité sur la réalité de son père a eu un impact énorme sur le bien-être émotionnel de Kerry. Elle raconte « Je ne l'ai jamais détesté. Il m'a extrêmement blessé, mais je l'aime malgré tout. C'était mon père. J'étais donc extrêmement en colère et blessé. » En prison, Rader était en colère que personne de sa famille ne lui rende visite. Rawson lui a répondu « Tu as gardé ces secrets, cette double vie, pendant 30 ans. Nous ne le savons que depuis 3 mois. Nous essayons de faire face et de survivre. Tu nous as menti, tu nous as trompés. » Dans un revirement de situation remarquable, Kerry a trouvé la force de pardonner à son père. Elle lui a écrit une lettre dans laquelle elle a exprimé ses sentiments et partagé des détails sur sa vie et sa propre famille. Cette lettre est devenue un puissant symbole de pardon et de guérison. Kerry Rawson a ensuite écrit un livre sur son expérience, intitulé « Forgiving BTK, A Daughter's Journey ». Pardonner BTK, le parcours d'une fille, publié en janvier 2019. Il a été arrêté en 2005 et condamné à 10 peines de prison à perpétuité. 10e. Iceman. Richard. The Iceman. Kuklinski était un tueur à gages pour la mafia. Il est responsable de plus de 200 meurtres aux États-Unis. Il a gagné son surnom effrayant parce qu'il avait l'habitude de congeler les corps de ses victimes. Cela permettait de semer la confusion chez les autorités quant à l'heure du décès. Mais ses actes violents dépassèrent le cadre de sa vie professionnelle, car il était également impliqué dans des meurtres impulsifs. Merrick Kuklinski se souvient d'un père différent,
généreux et aimant. Quand papa filmait, il voulait que tout le monde sourie, dit-elle. Nous avons appris à profiter des moments heureux. Derrière la caméra, il immortalisait des moments précieux dans des films familiaux. Elle se souvient du bonheur qu'il cherchait à créer et le décrit comme un père attentionné, toujours présent pour ses enfants, malgré ses sombres secrets. Maintenant se souvient-elle, il y avait aussi un côté fougueux dans sa personnalité que sa famille découvrait de temps à autre. Selon Merrick, il avait mauvais caractère et frappait souvent sa femme et cassait de nombreux meubles dans la maison qu'il remplaçait régulièrement. Merrick se souvient qu'il a même tué plusieurs animaux domestiques de la famille. Une fois, je suis rentré tard à la maison et il a pris Princess et lui a brisé le cou. Princess était un samoyède, ce n'était pas un petit chien. Il m'a dit que je ne serais plus jamais en retard et je ne l'ai plus été. Les actions de Richard Kuklinski étaient loin d'être normales. Il laissait libre cours à sa rage devant ses enfants, les laissant sans voix et confus. Merrick est devenu superstitieux à l'idée de traverser un pont particulier du quartier, car il semblait qu'un incident se produisait chaque fois qu'il le traversait. Un dimanche, nous étions en route pour l'église, et une autre voiture nous a coupé la route sur le pont. Papa a arraché la portière du conducteur et l'a roué de coups. Puis nous sommes allés à l'église comme si de rien n'était. Un autre incident s'est produit lorsque Kuklinski a tabassé un automobiliste sur la route devant les enfants. Il est remonté dans la voiture et s'est mis à chanter une chanson à la radio. Je n'ai pas dit un mot. Mais le plus étrange de tout, c'est que lorsque Merrick avait environ 10 ans, Richard a commencé à se confier à sa fille, lui disant qu'il avait tué des gens. Kuklinski a été arrêté en 1986 et condamné à la prison à vie. Il est décédé en 2006. Merrick, quant à elle, est toujours en proie à des émotions complexes. En repensant à tout cela, elle déclare « Ce qui me hante le plus, c'est le fait que mon père était un homme très très malade, dément. Entre son enfance marquée par la maltraitance et les expériences qui ont façonné son âge adulte, son destin était scellé. Peut-être que s'il avait suivi un traitement, tout ou partie de cela aurait pu être évité. Cette pensée me hante chaque jour. » Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos et de vous abonner à la chaîne pour découvrir le meilleur contenu sur les crimes réels sur YouTube.